Bonjour à tous, moi je me présente, je m'appelle, Cindy Paola Peña. Moi je suis étudiante à l'université d'Ottawa. Justement, je viens de terminer, ma maîtrise en études du bilinguisme, moi j'ai rédigé mon mémoire comme option pour terminer mes études. Alors aujourd'hui, dans le cadre des discussions informelles, de l'université d'Ottawa, bah, justement le groupe de recherche en évaluation linguistique, moi je vais vous parler un petit peu sur, mon sujet de mémoire et je vais justement sur ma recherche par rapport aux organisations françaises et leur certification linguistique, des gatekeepers pour l'immigration des Colombiens et des Colombiennes. Alors, à manière de, à manière de contexte, je vais vous présenter le plan. Donc, d'abord, je vais vous parler de l'introduction, la problématique, ce qui m'a mené justement à réaliser cette recherche. La revue des écrits, justement, quels sont les concepts qui ont encadré ma recherche. Puis, je vais vous parler des structures de gouvernance de la langue française, qu'est-ce qui se passe en Colombie, et puis la conclusion de ma recherche. Justement, voilà. Alors, et en tant que moi, je suis d'origine colombienne et je suis enseignante de FLE depuis plus de 17 ans. Et moi, normalement, je travaille avec des étudiants universitaires qui décident de commencer à faire des études en Colombie, soit pour partir en France et dans le cadre d'un échange interuniversitaire entre des universités françaises ou colombiennes, soit des étudiants qui veulent commencer leur licence en France, par exemple. Il y a aussi des étudiants au niveau de master-doctorat qui, justement, décident aller en France pour étudier, faire leur programme universitaire en éducation, disons, de master et de doctorat. Moi aussi, je travaille avec un public professionnel junior et senior qui, soit ils travaillent en Colombie dans des filiales françaises. Donc, dans la plupart de ces entreprises, même si c'est la Colombie, est l'idéal et ça signifie un atout, le fait de pouvoir communiquer en français. Et mais il y a aussi des Colombiens et des Colombiennes qui décident d'entamer un projet d'immigration pour pouvoir travailler en France. Donc, justement, soit pour enfin, l'un des cas que je viens de mentionner, et justement, socialement, on a observé que l'apprentissage des langues internationales représente un atout non seulement dans les contextes académiques, mais aussi professionnels et ça pourrait faciliter justement ce projet à l'international. Alors, justement, dans les cas de ces étudiants avec lesquels je travaillais, justement, soit pour postuler à l'université ou pour pouvoir travailler dans ces entreprises, ils doivent certifier leur langue, c'est-à-dire ils doivent passer un examen international et certifier, dans ce cas-là, la langue française. Donc, ben voilà, ceci, la Colombie, ça c'est la France. Donc, en général, et disons qu'ils doivent passer des examens et c'est une condition sine qua non. Alors, qu'est-ce qui se passe dans la plupart des cas? On a observé que ces étudiants investissent du temps et de l'argent justement pour obtenir de bons résultats et réussir à cet examen. Mais dans la plupart des cas, on a pu observer que ces certifications pourraient devenir, pourraient avoir un effet gatekeeping, comme je l'ai mentionné au début de la présentation. Donc, c'est un effet gatekeeping dans le sens où ces certifications représentent une barrière pour que les Colombiens et les Colombiennes puissent mener à bien leur projet académique et professionnel. Euh, moi aussi, je peux, moi aussi, en tant qu'apprenante de langue française, moi aussi, j'ai été témoin de cette situation anxiogène, ce qui représente le fait de passer un examen, une certification euh, linguistique, dans ce cas-là, par exemple, de l'OFTALF. Et moi, je connais très bien cette situation. Alors, en faisant ma recherche, ça, c'est quelque chose qui m'a énormément intéressée et justement, je me suis rendu compte que ma situation, la situation qui se passe dans mon pays n'est pas la seule dans le monde. Donc, il y a par exemple des personnalités dans le monde académique, scientifique, comme Elena Chouamit, Tim Nakmara, euh, et Kelly Frost, et entre autres,
qui ont analysé justement et ont vu dans d'autres pays, par exemple comme les États-Unis, le Royaume-Uni, l'Autriche et d'autres pays, que justement ces pays utilisent des mécanismes très similaires comme mécanisme, c'est-à-dire les certifications internationales pour montrer que justement ce sont des pratiques qu'il y a en commun et justement que pour eux aussi sont problématiques, sont une situation problématique. Euh, alors, basiquement, ça, c'est justement ce qui a, disons, attiré mon intérêt depuis très longtemps. Et j'ai décidé justement de faire une recherche à propos de cela. Donc, moi, la méthodologie que j'utilisais, c'était justement en fonction de, j'ai revu des écrits de littérature scientifique, mais aussi de la littérature grise, pour essayer de trouver euh, voilà, comme des réponses aux questions que je me suis posées au début de cette recherche. Alors, justement, en ce qui concerne la revue des écrits, euh, voilà, je vais essayer de mentionner brièvement les concepts qui m'ont aidé à encadrer ma recherche parce que on a seulement pas une et c'est beaucoup de temps, mais quand même. Alors, donc, dans un premier temps, j'ai dû réaliser comme une recherche, me positionner par exemple au niveau historique, politique, pour expliquer ce qui se passe en Colombie. Mais là, comme c'est la langue française, j'ai dû faire une recherche, par exemple, le concept, le colonialisme, retraite de colonie, le néocolonialisme, pensée décoloniale, les jeux de pouvoir modernes, c'est-à-dire la mondialisation, néolibéralisme et impérialisme linguistique, et la gouvernementalité. Donc, par exemple, si on va parler du colonialisme, justement, il faut se positionner, bon, il faut aller à 1804, 70, oui, 1870, justement, à l'époque où il y avait les empires en Europe, l'empire anglais, l'empire français, espagnol, portugais, belge, qui justement, à ce moment-là, essayaient de se positionner comme des puissances et un empire, justement, dans tout le monde. Alors, l'année où que je viens de mentionner, 1870, c'était la grande défaite en France. Et justement à cause de la guerre, donc la grande défaite parce que et la France a perdu la guerre contre l'Empire prussien, si je ne me trompe pas. Et ce qui a entamé justement la perte de l'Alsace de la Lorraine et aussi de nombreuses conséquences, disons, politiques, économiques et sociales. Donc, à ce moment-là, disons que le moral de l'Empire et du peuple français était était très, 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 très bas. Et justement, l'idée du colonialisme, l'idée coloniale, d'expansion coloniale, a été une stratégie justement pour remonter le moral et pour faire remarquer la puissance et la valeur de l'Empire français face aux autres empires. Donc, c'est à ce moment-là où on a commencé la campagne d'expansion en la France dans les autres continents, par exemple l'Afrique, en Indochine et des autres continents. Et il y avait, au-delà de le colonialisme, Panira Ali le définit comme une pratique de domination. Voilà, justement, de domination politique, économique, sociale, justement, où il y a des pays qui sont plus puissants, viennent dans d'autres pays considérés plus faibles, justement, pour obtenir, pour se bénéficier des ressources naturelles et entre autres, de toutes sortes de ressources que les pays plus faibles possédaient, justement, ce qui allait tirer un profit, c'était les puissances. Donc, c'est ce qui a fait justement l'Empire français. Et au-delà des pratiques, ce qu'ils ont fait, parce ils ont fait une présence, ils se sont positionnés, mais de manière présentielle, ils se sont installés, implantés dans ces continents, dans les autres pays considérés comme plus faibles. Et au-delà de ça, ils ont implanté un discours. Donc, ce qui est le plus important ici, c'est la base idéologique. Donc, la France, l'Empire français, à cette époque-là, c'est considéré comme on va dire, les détenteurs du savoir, la référence, la norme à suivre. Et il y avait un discours de supériorité. Donc, le fait de s'implanter, aller dans les autres pays, et il le voyait comme un projet humanitaire pour sauver les gens, pour les éduquer
éduquer, disons, avec leur discours, l'idéologie coloniale, et éduquer les sauvages, les indigènes, c'est comme ça qu'on les appelait à l'époque, malheureusement. Et justement, l'idée, c'était rendre français les sauvages ou les indigènes. Donc, à partir de cela, il y a beaucoup de pratiques et de présences et d'influences de l'Empire français et dans les autres pays. Donc, ils se sont installés et ils ont changé. euh, Ils sont influencés de manière économique, politique, sociale, pour raffirmer la supériorité face aux autres pays. Dans ce cas-là, les pays qui sont colonisés. Et beaucoup de temps s'est passé justement dans ces pratiques de colonisation. Et en Afrique, entre 1940 et 1970, on a commencé à avoir le processus du retrait de colonies. C'est-à-dire, à ce moment-là, les Africains et les Africaines ont commencé à se rendre compte justement de ce système, euh, disons, d'inégalité, et ils ont commencé à penser à eux-mêmes, donc à leur continent. Donc, petit à petit, ils ont commencé leur propre processus d'indépendance. Donc, et ce qui a fait que, comme résultat, et les colonies, par exemple en Afrique anglaise, française aussi, parce qu'il y avait différentes présences à l'époque, ils ont, et ils ont quitté les pays colonisés, mais on peut dire que c'est comme un retrait physique des colonies, justement. Oui, mais c'est qu'est-ce qui se passe? Justement, dans cette transition, les nouveaux pays indépendants, ils peuvent justement commencer leur projet en tant que nouveau pays indépendant. Alors, à cette époque-là, ils ne possédaient par exemple les sources financières pour justement commencer leur nouveau projet d'indépendance. Et puis, et ici, le phénomène, disons qu'il y a eu un petit changement parce que c'est le néocolonialisme qui a surgi. Et c'est Panira Ali qui a justement défini le néocolonialisme comme la suite de ces colonialismes qu'il y avait. Donc la différence, c'est que avant, c'était la présence physique des colonies, mais maintenant, comme ils sont, disons, on peut dire à distance, et en tout cas, et ils vont continuer à influencer ces pays-là, justement, avec d'autres tactiques. Mais quand même, ils allaient, les colonies, dans ce cas-là, les colonies françaises, allaient continuer à avoir une influence économique, sociale et politique dans le pays qui était récemment indépendant. Donc, d'une certaine manière, il y a eu quand même une influence. Donc, même si ces pays ont fait une retraite physique, en tout cas, les autres influences ont resté. Donc, c'est pour ça que Panira Ali, que c'est la suite. Le néocolonialisme, c'est la suite du colonialisme. Mais dans les sujets de mon mémoire, justement, moi, tous ces processus de retraite colonie, c'était en Afrique et en Asie, par exemple. Mais mon contexte, c'est la Colombie en Amérique latine. Donc, et dans le phénomène que je vois ici, disons, c'est que comment j'essayais de voir, OK, comment ça se passait en Colombie, disons qu'il y a une présence de la France, en Colombie, sachant que la France, historiquement, n'a pas été, disons, la Colombie n'a pas directement été colonisée par la France, parce que en Amérique latine et en Colombie, c'était les Espagnols qui ont colonisé la Colombie, pas la France. Voilà. Donc, et à ce sujet-là, il y a eu des théoriciens qui ont trouvé comme une nouvelle manifestation du néocolonialisme, et c'est les néocolonialismes ultra. Qu'est-ce que ça veut dire? Que ça s'est manifesté par exemple, des pays comme les États-Unis, l'ancienne Union soviétique et la Chine, oui. Que Banda Nudu, si je ne me trompe pas, les noms, c'était le théoricien qui a expliqué ce phénomène, et c'était justement que ces pays-là, le pays que je viens de mentionner, ils ont essayé, ils ont, bon, ils ont essayé, ils ont réussi à le faire. Et ils ont trouvé la manière d'accéder à des pays qui, n'ayant pas un passé colonial, euh, ils ont quand même essayé de trouver d'autres pays pour s'implanter. Euh, et c'est ça ce qu'on appelle le néocolonialisme ultra. Donc, par exemple, et Lucie Nognon, en 2017, elle a fait une étude très précise de la coopération sino-africaine
entre la Chine et le Cameroun. Et justement, ce qui s'est passé, c'est ça, qu'entre la Chine et le Cameroun, enfin, ils n'ont pas eu un passé colonial, mais justement, la Chine a vu le Cameroun comme un allié stratégique, et non seulement en contexte économique, touristique, politique, mais aussi social. Et justement, à partir du discours de coopération économique, culturelle, et bon, la Chine a pris, disons, profit des ressources du Cameroun. Et sur le volet culturel, par exemple, la Chine a implanté des instituts et Confucius. Oui, c'est l'institut pour enseigner la langue et la culture chinoise. Donc, il y a eu l'installation d'instituts Confucius justement en Chine, voilà, pour avancer ces stratégies du néocolonialisme ultra. Donc, en faisant cette recherche, j'ai trouvé que ça a été le modèle qui s'applique, que la France a appliqué en Colombie. Donc, parce que n'ayant même pas un passé colonial, la France a vu la Colombie comme un allié stratégique, justement et la même chose avec les outils et les stratégies, ce qu'on appelle coopération et politique économique, académique aussi, mobilité universitaire. Mm. Donc, c'est quelque chose que j'ai trouvé dans mes recherches. Voilà, donc tous ces phénomènes-là, c'était comme le contexte du mouvement du phénomène de colonialisme, néocolonialisme, mais il y a aussi la pensée des coloniales. Donc, on peut mentionner que dans les années 1950 à peu près, et tenant compte de tous les phénomènes socio-économiques et politiques du monde, l'école de Francfort a commencé à réfléchir justement à tout ce qui s'est passé, et ils ont justement commencé à créer, à réfléchir sur ce qui s'est passé, comment on pourrait déconstruire, analyser ce qui s'est passé. Voilà, donc ça c'est l'école critique de Francfort. Mais ça a été, disons, en contexte européen, comment ils ont compris leur situation. Voilà. Mais dans notre histoire en Amérique latine a été, disons, complètement différente. Et ce qui s'est passé avec, disons, l'histoire de colonisation, nous avons notre propre histoire. Donc, il fallait penser à nous, comment on pourrait le faire. Donc, historiquement, on peut trouver Aimé Césaire et Fanon, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils se sont inspirés de l'école critique de Francfort et ils ont déconstruit justement ce discours de la pensée décoloniale, la décolonisation, mais non seulement comme l'analyse de toutes les stratégies que les autres pays ont utilisées pour dominer les autres, voilà, les plus forts et les plus faibles, mais aussi disons, quelque chose à remarquer de Césaire et Fanon, c'est justement du côté idéologique, parce ils ont fait une déconstruction de cette pensée, et justement, ils ont réfléchi, qu'est-ce que cette pensée, du côté idéologique, qu'est-ce qui a fait que l'intervention et l'influence des colonies et des puissances ont fait que pour les peuples colonisés, ont donné comme résultat un processus d'infériorisation. Mais d'infériorisation dans le sens où les pays colonisés, ils ont cru, finalement, ils étaient convaincus qu'ils étaient inférieurs et que c'était les autres pays qui devaient regarder justement comme le modèle à suivre, c'est-à-dire que les valeurs propres n'avait n'avait aucune valeur. Donc, ça, c'est justement quelque chose d'intéressant et par rapport à la pensée des coloniales. Et puis, à la fin du XXe siècle, il y a eu des personnalités académiques comme Nelson Maldonado Torres, Walter Mignolo, Catherine Walsh, entre autres, et qui ont posé justement la théorie critique latino-américaine, justement pour l'adapter à notre contexte. Euh, donc, grosso modo, Maldonado Torres dit il propose la tournée des coloniales. Et justement, c'est quelque chose d'intéressant parce que lui, il a fait la différence entre la euh, colonisation, comme le processus physique, tout ce que je viens de mentionner, et la colonialité.
Donc, la colonialité, c'est ce qui vient de côté idéologique. Donc, et la décolonisation, c'est, voilà, justement, quand les colonies ont fait des retraites, ils ont arrêté l'influence sur les autres pays. Mais la décolonialité, ça vient au-delà, ça va au-delà de l'esprit, de l'idéologie. Donc, dire, OK, qu'est-ce que nous, en tant que peuple qui a été colonisé, comment est-ce qu'on peut défaire, justement, cette construction qui a été imposée par les autres, par les pays, par les colonisateurs, et qu'ils ont dit que, qui ont implanté cette idée que nous, le peuple colonisé, nous sommes inférieurs. Donc, c'est justement réfléchir à ça et quelles sont les stratégies et les manières de contester ce phénomène et comment on peut construire justement une manière disons, d'une manière introspective, revenir à nous, à nos origines, à nos valeurs et le mettre en valeur à nouveau. Donc, grosso modo, c'est ça. Voilà. Hem, voilà et donc ça, c'est un petit peu, voilà, le côté théorique et voilà, justement, par rapport aux jeux de pouvoir modernes et on peut dire que, disons la certification et la certification de la langue française en Colombie, ça a été justifié justement et est encore justifié pour, ce qu'on appelle ici, ce que j'appelais les jeux de pouvoir modernes, c'est-à-dire la mondialisation, c'est-à-dire ce qui a pu, disons l'hyperconnexion et le fait de pouvoir accéder à beaucoup d'informations d'autres pays, d'autres sociétés et c'était l'interconnexion des non seulement des espaces physiques, mais non physiques, justement, par exemple, internet. Donc, ce qui a permis d'accéder à beaucoup d'informations. Le néolibéralisme, justement, comme un système, économique et politique, justement, qui grosso modo a permis, a promu, le discours que justement, presque presque tout était venu en marché et il y a une liberté de marché et dans le contexte de l'enseignement, de l'évaluation des langues étrangères, de manière générale, on peut dire que cela est devenu un produit. Donc justement, ce sont ces dynamiques qui ont permis, et d'importer, de commercialiser, par exemple, les cours de langue et les certifications, voilà et l'impérialisme linguistique, Phillips, voilà, justement, il dit que les langues internationales et à travers différentes, tactiques et mécanismes et elles vont, justement se faire, voilà, remarquer montrer leur valeur au-delà, en détriment des autres langues, minoritaires au niveau local. Donc c'est justement comment ils s'imposent. Donc, toutes ces, outils et modernes, c'est ce qui permettent, ce qui se passe ce qui explique un peu ce qui se passe en Colombie. Et un autre point très important, c'est Foucault et comment il explique ces relations de pouvoir à partir de la gouvernementalité. Donc, grosso modo, c'est justement, il explique que le pouvoir, c'est des relations. C'est-à-dire, on ne peut pas dire que, on ne peut pas analyser, il dit qu'on ne peut pas analyser le pouvoir à partir des institutions, c'est-à-dire on peut le faire, mais ça reste un petit peu superficiel. Donc là, il dit qu'il faut aller au-delà, des relations. Quelles sont les relations? Parce que lui, il dit le pouvoir, c'est des relations. Et comme il y a justement un sujet qui décide de s'imposer vers un autre sujet, donc évidemment l'autre sujet, et il accepte de manière volontaire cet état de soumission. Donc, justement, c'est un concept très important pour moi, pour ma recherche, parce que d'une certaine manière, on peut avancer que la France a imposé leur présence en Colombie. Elle se manifeste dans l'enseignement, la certification langagière français. Et la Colombie, d'une certaine manière, à partir de justement les dynamiques de la mondialisation néolibérale et le néolibéralisme ultra que la France exerce sur la Colombie, ben, la Colombie a accepté de manière volontaire de se soumettre à toutes les exigences de la France en ce qui concerne l'enseignement et l'évaluation de la langue française. Donc, justement, les questions, moi, je me suis posé les questions, ma question de recherche, comment l'implantation des cours, des certifications de la langue française se concrétise-t-elle aujourd'hui en Colombie?
Pour quelles raisons l'implantation de ce système a-t-elle connu un succès? Et comment pourrait-on repenser l'enseignement et l'évaluation de la langue française en Colombie, dans une perspective de décolonialité? Alors, moi, rapidement, ce que je peux, expliquer, c'est que pour expliquer comment ça fonctionne, la gouvernance de la langue française en Colombie, comme je viens d'expliquer à partir de la théorie de Foucault. Il y a différentes institutions et différentes structures, comme on vient de le dire. Par exemple, en premier lieu, on a la version française du cadre commun européen des langues qui a été justement créé le Conseil de l'Europe, en 1940 et après et justement ça a été comme une réponse à la réalité européenne, qui à ce moment-là justement on a remarqué qu'il y avait plus de gens qui, en raison du travail ou du tourisme, ils se déplaçaient de plus en plus entre les pays européens. Donc, le cadre, ça a été un résultat justement pour, un cadre commun, voilà, pour, enseigner apprendre et évaluer différentes langues de sorte que les Européens puissent communiquer entre eux et faciliter justement la mobilité entre eux. Donc ça, c'est justement ce qui se passe avec le CSR, la version française. Voilà, après, on a France Éducation Internationale, FEI, c'est l'ancien CIEP. Donc, et justement, c'est une institution, une organisation qui, elle a été, disons, autorisée par le ministère de l'Éducation française. C'est le centre responsable de, disons, la diffusion du cadre commun européen pour les langues, la version française, et par conséquent, des modèles d'enseignement et d'évaluation de la langue française. Et elle s'occupe aussi de justement d'offrir et de proposer les examens, les certifications internationales, dans ce cas-là, le DELF, le DALF, la Colombie, bon, entre autres, mais dans mon mémoire, c'était DELF, DALF. Et donc, c'est cette institution qui, justement, facilite l'exportation de ces modèles dans le monde. Et justement, le DELF, le DALF, c'est le diplôme qui, en général, est sollicité soit pour les étudiants ou les professionnels pour pouvoir accéder aux opportunités académiques et professionnelles. Normalement, pour les étudiants qui souhaitent faire des études supérieures en France, en général, les universités exigent de certifier leur niveau B2 en fonction les 6 niveaux de compétences, c'est ABC, A1, A2, B1, B2, C1, C2. Donc, normalement, pour les universités, c'est C1. Quelques universités demandent exigent le C2. Et, et voilà, donc ce sont les examens. Et puis, on a l'Alliance française qui, depuis très longtemps, c'est l'institution qui s'occupe de manière traditionnelle, oui, ça c'est tradition aussi, l'imaginaire de la France, et d'enseigner la langue française. Alors, donc, en Colombie, euh, on a l'Alliance française. Bien sûr. Et justement, comment ça se passe en Colombie? Donc, la situation actuelle, donc ça, c'est pour répondre à la première question recherche. On peut observer en Amérique latine, disons que la présence de l'Alliance française et la réponse aussi à des situations, disons, sociopolitiques en France, notamment dans les années 1940-50, à l'époque était Charles de Gaulle. Donc, suivant les stratégies de Charles de Gaulle, il voulait justement faire diffusion de la langue française et il voulait repositionner la langue française dans le monde. Donc, il a décidé, il a trouvé comme une cible l'Amérique latine et justement, il a décidé de faire créer des alliances françaises en Amérique latine. Donc, en Colombie, la première alliance française a été créée, a été fondée en 1944 et il existe encore. Et c'était la même chose pour les autres pays en Amérique latine. Euh, Selon le journal Data des Alliances françaises, j'ai consulté la dernière version 2022 et on peut voir clairement que les chiffres d'affaires qu'apportent les sièges de l'Alliance française en Amérique latine et surtout en Colombie, disons, sont considérables.
Voilà, non seulement en parlant du nombre d'heures, vendues, mais aussi du nombre de certifications vendues et notamment la Colombie a occupé de premières places dans le monde. Donc cela, on peut voir que la dynamique en Colombie des alliances françaises, est très importante, disons et rapporte beaucoup de chiffres d'affaires, pour la France. Quelque chose à souligner, c'est que, en Colombie, l'Alliance française est la seule institution autorisée, pour faire passer des tests, et des certifications internationales. Donc d'une certaine manière et on peut le dire directement, c'est un monopole parce que les autres institutions ne peuvent pas le faire en Colombie. Voilà, donc c'est ce qui se passe, voilà, en Colombie. La raison d'être de ces structures actuelles, donc en Colombie, grosso modo, ça s'est disons, historiquement, je peux essayer de résumer. Heu, hem, Comme je vous ai dit avant, la Colombie n'a pas été colonisée par, la France, mais par l'Espagne. Mais justement, au temps de la colonisation espagnole, il y a eu beaucoup de créoles et l'élite espagnole et aussi dans la cour, espagnole qui parlaient le français. Donc, et il y avait déjà cette, idéologie de supériorité française qui a été, disons, mobilisée par les élites créoles et au temps des indépendances, par exemple, comme c'était au début des années 1800. Donc, par exemple, Simon Bolivar, Antonio Nariño, toutes les personnalités qui ont participé à la libération, non, à la campagne d'indépendance, en Amérique du Sud, ils parlaient déjà le français et eux, ils savaient très clairement l'idée, justement de l'imaginaire comme, disons que le fait de parler la langue française, c'était un symbole de réussite et de se faire, remarquer dans les autres sociétés. Alors, à partir de cet imaginaire, donc les élites créoles et les, et le père de l'indépendance, je peux dire, ils ont commencé à mobiliser cette idée et ils ont proposé justement d'enseigner les langues françaises, dans les langues, dans les écoles, primaires, puis secondaires et puis le temps a commencé, disons le temps, est passé en Colombie et puis en fonction des politiques, ce qui s'était passé en Colombie, petite parenthèse, nous avons une histoire très, ils ont une instabilité, politique, ça change beaucoup, beaucoup de guerres. Ça a été un pays avec beaucoup d'histoire, voilà, donc je ferme le parenthèse. Donc disons que cette histoire, en Colombie a permis justement que disons les décisions d'enseigner le français, d'augmenter l'heure d'enseignement par semaine, de diminuer ou presque disparaître et faire disparaître l'enseignement du français répond à la réalité politique du pays. Donc grosso modo, c'est ça. Et puis, disons, au niveau interne, on peut dire en Colombie, l'espagnol, c'est la langue officielle, mais on a aussi des langues autochtones, au-delà à peu près 68 langues autochtones. Mais c'était que jusqu'en 1991 avec la plus récente constitution politique qui justement a reconnu la diversité linguistique et culturelle de la Colombie. Donc, c'est à partir de là, on a créé des politiques linguistiques, vraiment. Donc, il y a des politiques linguistiques internes, c'est-à-dire l'espagnol et les autres langues autochtones, et il y a des politiques linguistiques externes, c'est-à-dire le français, l'espagnol, l'espagnol avec les autres langues étrangères qui, justement, avec la loi générale d'éducation de 1994, a autorisé que disons que de manière officielle, que les écoles et les lycées puissent enseigner même plus d'une langue étrangère dans les lycées. Et donc, l'imaginaire de la langue française continuait dans l'éducation publique. Et en parallèle, n'oubliez pas qu'il y avait déjà l'Alliance française qui était fondée en 1944. Donc, ce sont des dynamiques qui changent. Et puis, si on ajoute le fait que, il y a l'influence des États-Unis en Amérique latine, donc en Colombie, il y a eu des effets directs. Par exemple, quand on a implémenté des modèles d'éducation états-unienne, et justement, l'anglais est entré justement dans les politiques d'enseignement des langues étrangères. Donc, il y a eu toujours et il y a encore une concurrence entre l'enseignement de l'anglais, le français, le prestige, l'image.
et tout ça. Donc, ça, c'est la raison d'être des structures actuelles. Donc, qu'est-ce qui se passe? Ben, voilà, donc le français, la langue française, l'imaginaire, tout ce qui soutient encore la présence et la pratique de la France en l'enseignement et l'imposition d'un modèle d'enseignement de la langue française et les certifications, ça vient justement de tradition, pouvoir économique et idéologie. Mais à cela, on peut proposer des alternatives décolonisantes à partir de, dans mon contexte et de mes sujets de recherche, l'enseignement et l'évaluation de la langue française. Donc, j'avais déjà expliqué ce qu'est la décolonialité et qu'est-ce qui se passe? Disons que il y a en Colombie la conversation ce n'est pas du tout négatif, c'est déjà positif parce que cette conversation avec Nelson Maldonado Torres et tous les autres et théoriciens que je vous avais mentionnés, on a déjà comme les bases d'une réflexion idéologique sur ce qui est la décolonialité. Dans le monde académique et dans l'enseignement du français en Colombie, il y a une discussion qui commence. Il y a déjà les bases de cette réflexion. Et il y a, bon, en ce qui concerne la langue française, parce qu'en ce qui concerne la langue anglaise, j'ai lu le travaux de Jessie Ortega, qui faisait la même réflexion, justement, comment proposer autrement l'enseignement de l'anglais. Mais lui, il s'est centré sur justement comme l'enseignement de l'anglais en Colombie. Mais l'exercice est similaire parce que disons que la fille, c'est la même. Comme, comment on peut, nous, les enseignants, en colombien, comment on peut enseigner le français sans, et comment on peut faire justement et cette imposition d'une éducation, d'éduquer, d'enseigner la langue française basée sur un discours eurocentrique. Donc ça, c'est justement comme la réflexion. Voilà, donc à ces sujets-là, et en l'adoptant dans le contexte de l'enseignement de la langue française en Colombie, Catherine Walsh a proposé quelques, disons, quelques pas, si on peut dire, quelques stratégies pour essayer de faire l'exercice que, à mon avis, c'est le plus difficile. Et c'est justement comment de faire cette influence et cette construction idéologique qui dit que ben, justement que, il y a des institutions et des idéologies qui sont supérieures. Ça veut dire que nos constructions et nos systèmes de valeurs n'y vaut bon, rien. Oui, dans ces discours idéologiques de la néocolonisation. Donc, Catherine Wolf propose que la première partie, disons, on doit réfléchir et on doit comprendre comment fonctionnent ces systèmes néocoloniaux et comment ça fonctionne, quels sont les systèmes de relations, les institutions qui s'impliquent. Donc, ça a été un peu l'exercice que je fais dans cette recherche, dans ce mémoire. Après, elle recommande de réfléchir, OK, on sait déjà quelles sont les origines, comment ça fonctionne. Après, comment on peut défaire ces systèmes idéologiques, voilà, et de soumission. Comment on peut faire y penser à nous, ce qu'on peut faire, nous, proposer avec nos propres systèmes de valeurs et quelque chose qui est adapté et convient à notre contexte. Et troisièmement, c'est OK, que, disons, c'est un peu plus, ça c'est la partie aussi un peu compliquée, c'est dans des cas concrets, qu'est-ce que nous allons faire pour, de manière pratique, qu'est-ce que nous allons faire justement pour défaire, pour euh, euh, et ces systèmes dans lesquels on est encore idéologiquement soumis à une autre culture, à notre système idéologique. Donc, basiquement, c'est ce qu'elle propose. Et en ce qui concerne l'évaluation, comment on peut évaluer et d'une manière un petit, disons, pédagogique, pardon, plus pédagogique, plus juste, et aller au-delà de justement des évaluations standardisées. Donc, Elena Chouami propose dans leurs travaux et différentes stratégies. Par exemple, elle parle de l'évaluation formative et elle parle aussi de justement valoriser toutes les autres connaissances linguistiques des étudiants. Elle parle aussi de translanguaging et d'autres stratégies qui visent à une évaluation plus juste. Voilà, donc ça c'est un peu ce que je proposais ce que je trouvais
dans ma recherche et voilà et à manière de conclusion, donc les apports de cette recherche, je trouve qu'il y a, beaucoup de points positifs parce que, comme je l'ai déjà mentionné, c'est une conversation qui commence. Donc c'est une discussion très riche et très intéressante au sein, des enseignants colombiens, les enseignants de langue française donc ce qu'on pourrait faire peut-être comme Heu c'est, disons, faire diffusion de cette réflexion et je crois qu'avec les résultats de ma recherche, je pourrais contribuer à cette, réflexion qu'il y a déjà au sein de mon pays et peut-être promouvoir et encourager les autres enseignants à réfléchir au sujet, justement. Ben une limite ou pas forcément une limite, c'est que disons ça c'est le résultat, d'un travail théorique, mais je ne le vois pas plutôt comme une limite parce que justement on a besoin de théoriser, d'expliquer de manière théorique, idéologique ce qui se passe dans mon pays, dans le contexte de l'évaluation et l'enseignement de la langue française en Colombie. Donc ça c'est quelque chose comme ça. Après, comme Catherine Walsh, c'est justement qu'est-ce qu'on peut faire, les stratégies de manière concrète, qu'est-ce qu'on peut faire pour nous approprier, nous les enseignants de langue française, comment on pourrait nous approprier de l'enseignement de l'évaluation du français, de la langue française en Colombie. Donc ça, c'est justement ça. Et du côté peut-être du côté pratique, hein, voilà les implications, les nouvelles pistes de réflexion, de recherche, peut-être faire peut-être des enquêtes dans les universités, commencer à faire une recherche, à questionner les enseignants, le futurs enseignants justement de français en Colombie et peut-être avec des institutions comme, en Colombie, il y a ASCON, l'association des universités, colombiennes et ACOLPROF qui est l'association colombienne de professeurs de français. Donc je crois que c'est à partir de ces 2 institutions, on pourrait commencer à faire des réflexions, à réfléchir et peut-être, commencer à penser à des stratégies ou de petits projets pour, enseigner et évaluer la langue française autrement. Donc voilà, ça c'est un petit peu ma présentation. Voilà, si, vous souhaitez me poser des questions ou me contacter, ça c'est mon, adresse courriel, l'université d'Ottawa. Donc merci beaucoup et à la prochaine.